Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours sur l'amplificateur opérationnel. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses équations lorsqu'il est considéré comme parfait? Alors l'amplificateur opérationnel, on l'appelle également ampli-op, AOP, op-amp dans sa version anglaise. C'est un amplificateur différentiel qui possède un gain très élevé et qui est réalisé à partir de différentes briques élémentaires constituées de transistors. Alors ces différentes briques élémentaires, elles appartiennent au monde de la microélectronique que je ne vais pas développer dans cette vidéo. Alors à quoi sert cet amplificateur opérationnel? Eh bien à effectuer des calculs analogiques. Par exemple, il va permettre d'amplifier un signal. On va également pouvoir réaliser la somme de différents signaux, de la soustraction entre deux signaux, mais on pourra également intégrer, dériver, etc. Alors, le premier amplificateur opérationnel intégré, on le doit à Bob Widlar en 1963, qui a réalisé le MUA 702. Bob Widlar est à l'origine de plusieurs structures très utilisées encore aujourd'hui dans les circuits intégrés de type analogique. Alors, cet amplificateur opérationnel, c'est un composant actif, ce qui veut dire qu'il faut l'alimenter. Alors sur ces différentes figures, eh bien, on peut voir d'abord ce qui correspond à l'ancêtre. L'ancêtre, c'est donc ces briques élémentaires à base de transistors, ici sur un circuit imprimé. Donc on fabriquait des petits modules qu'on pouvait enficher sur des cartes. Là, on découvre la photo de la structure interne donc d'un amplificateur opérationnel sur une puce de silicium. Et puis vous pouvez également le voir vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, rien ne le différencie de n'importe quel autre type de circuit intégré. Et ces amplificateurs opérationnels sont disponibles dans plein de formats différents avec plein de boîtiers différents. Alors la représentation la plus courante de l'amplificateur opérationnel, c'est un triangle. Sur ce triangle, on voit apparaître ici une entrée qualifiée de non inverseuse. Elle est repérée par un plus dans le triangle. On a également une entrée inverseuse repérée par un moins à l'intérieur du triangle et une sortie, donc sur la pointe du triangle. Ensuite, on dispose de deux bornes d'alimentation, une alimentation positive que j'ai notée VCC ici, très souvent notée également VDD dans les documentations. On va trouver également une alimentation qualifiée de négative, alors qui peut être nulle également, que j'ai notée moins VCC ici, mais que l'on va pouvoir également retrouver sous l'intitulé VEE dans les documentations. Alors, cet amplificateur opérationnel, il dispose d'autres représentations. Une représentation sous la forme d'un rectangle pour l'amplificateur opérationnel qualifié de réel, et une amplification sous la forme d'un rectangle, un symbole sous la forme d'un rectangle, avec un signe ici infini au niveau de la sortie, pour caractériser ce qui correspond à l'amplificateur opérationnel parfait. À noter que ces deux représentations sont des représentations liées à une norme européenne qu'aucun fabricant de circuits intégrés dans le monde n'utilise. Alors il n'y a guère qu'à l'école aujourd'hui qu'on utilise peut-être encore ça. Moi par conséquent, il est hors de question que je l'utilise. Je souhaite utiliser ce que les fabricants utilisent parce que lorsque vous consulterez une documentation, il faut retrouver les symboles qui correspondent à ceux que vous connaissez. Alors cet ampli-op, il partage son symbole avec un autre composant qui est le comparateur. Alors ampli-op et comparateur, ce n'est pas vraiment la même chose. Avec un ampli-op, on peut, sous certaines conditions, réaliser des comparateurs qui sont très mal caractérisés au niveau de leur sortie. C'est la raison pour laquelle la plupart des fabricants de composants, en tout cas tous ceux que j'ai consultés, recommandent d'utiliser un comparateur plutôt qu'un ampli-op dans un usage de comparateur. Il y a un composant dédié pour ça, donc c'est ce composant-là qu'il faut utiliser. On pourra y revenir par la suite. Alors il existe deux modes d'alimentation pour cet amplificateur opérationnel. L'alimentation simple ou single supply. Dans ce cas-là, on dispose d'une broche d'alimentation positive avec un signal que j'ai noté VCC, une broche d'alimentation qualifiée de négative pour le 0 volt ou la masse. Dans les documentations, on trouve également très fréquemment VSS pour désigner le potentiel de cette borne d'alimentation.
L'alimentation double, dual supply en anglais, c'est de l'alimentation positive d'abord avec VCC ou VDD, on en a parlé, et une borne d'alimentation négative que j'ai noté -VCC ici, que l'on retrouve très fréquemment sous la notification VEE dans les documentations. Au niveau des intervalles de valeur, à peu près, on retrouve du VCC compris entre 1,2 volts et 25 volts. Ça n'a rien d'exhaustif. Vous pouvez tout à fait tomber sur quelque chose qui soit en dehors de ces bornes-là. En tout cas, moi, je peux vous assurer que vous pouvez au moins trouver ces valeurs-là. Alors, il est important de noter une chose, hein, c'est que certains ampliopes acceptent les deux modes d'alimentation, mais d'autres ont été spécifiquement conçus pour un usage avec un mode plutôt qu'un autre. Alors, les caractéristiques d'entrée-sortie d'un ampliope en boucle ouverte. Donc, cette caractéristique, elle s'établit à partir d'une entrée dite différentielle. Effectivement, sur cet amplificateur opérationnel, on a vu qu'on avait deux entrées, V+, V-. On peut donc attaquer ces bornes V+, et V- à partir d'un générateur, ici, dont j'ai noté la valeur epsilon. Donc cet epsilon, d'autres le notent VD pour tension différentielle d'entrée. C'est donc la différence entre V+ et V-. On aurait pu également disposer deux sources de tension, une pour V+ et une pour V-. Donc deux sources de tension référencées à la masse. Là, ici, vous pouvez le constater, hein, il n'y a pas la masse sur aucune de ces deux bornes. Donc c'est bien une source différentielle. Au niveau de la sortie, on va trouver, lorsque l'amplificateur opérationnel fonctionne en linéaire, c'est-à-dire ce pourquoi il est conçu au départ, Vs égale AV0 fois epsilon. Le paramètre AV0, c'est une constante, et c'est une constante qui est très élevée. D'une façon générale, la valeur est de 100 000 minimum, et on va trouver des amplificateurs opérationnels avec des valeurs qui vont atteindre ou dépasser 10 millions. Donc c'est un coefficient d'amplification qui est extrêmement important. Alors on peut par exemple représenter un signal à la sortie de l'ampli-op d'une façon temporelle. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce composant il est alimenté entre deux bornes, et comme il est alimenté entre deux bornes, le signal qu'il présente à sa sortie ne peut pas excéder les tensions d'alimentation. Ça veut dire qu'en valeur supérieure, on ne pourra pas dépasser VCC, et même en fonction de la technologie de l'ampli-op, on ne pourra pas dépasser un certain seuil que j'ai noté ici, VSAT+, pour saturation positive. De la même façon, pour les valeurs négatives, la valeur de VS ne pourra pas aller en deçà d'une certaine valeur. De façon théorique, cette valeur elle est limitée à -VCC. En réalité, ce sera plutôt une tension de saturation négative, notée ici VSAT-, qui va être en valeur absolue un petit peu en dessous de VCC. Un petit peu comme on l'a vu pour le VSAT+. Alors, on peut représenter l'évolution d'un signal. Donc là, je vous propose une représentation de signal. Par exemple, hop, un signal qui évolue comme ceci, et puis qui à un moment donné, hop, va ici saturer. On voit bien que VS ne peut pas dépasser une certaine valeur. Et puis ensuite, hop, on continue à évoluer. Et en valeur négative, c'est pareil, hein. On va saturer, on ne pourra pas descendre en dessous VSAT-. Voilà. Donc ce qu'il faut bien intégrer ici, hein, c'est que ce signal, en sortie, il est limité à l'intervalle VSAT-, VSAT+. Je ne peux pas aller au-delà d'une certaine valeur en sortie, que ce soit positivement ou négativement. On dit, dans ces deux situations, ici et ici, que l'amplificateur opérationnel est saturé. Entre les deux, l'amplificateur opérationnel fonctionne en linéaire.
en linéaire, parce que cette relation-là, celle-ci, est vérifiée. Alors, cette caractéristique, on peut également la représenter dans le plan epsilon vs. Évidemment, on retrouve les mêmes limites. Et lorsque je fais évoluer la valeur de epsilon, vs évolue également. Si je fais évaluer epsilon de façon négative, j'obtiens comme ceci une droite dont le coefficient directeur est égal à AV0, qui est une constante, je vous le rappelle, le coefficient d'amplification donc de l'amplificateur opérationnel. Arrivé à un certain point, on a le phénomène de saturation qui apparaît. Donc ici, saturation négative de ce côté-ci avec une valeur qui est Vsat-, et par conséquent, epsilon sera égal à Vsat- divisé par AV0. Il suffit de prendre cette relation-là, on fait passer AV0 au dénominateur ici, il reste epsilon égale Vs sur AV0, donc pour le point de saturation négative, cela conduit à Vsat- AV0. Positivement, le même phénomène se produit. On a d'abord Vs égale à V0 epsilon qui est vérifié. On est en fonctionnement linéaire. Et puis au-delà, on a la saturation positive qui se produit avec une valeur maximale Vsat+ en saturation positive. On a donc défini toute une zone ici, qui est une zone de fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel. Cette zone de fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel, on peut la calculer numériquement avec des valeurs communes. La valeur commune pour AV0, c'est 1 million. Une valeur usuelle pour l'alimentation positive, ça peut être plus 15 volts. Ce qui conduit dans ce cas-là à 30 microvolts pour la largeur de la zone de fonctionnement linéaire. 30 microvolts, c'est très petit. Et c'est très petit, et en plus on est sur un ampli-up, je dirais, qui est alimenté dans une tension relativement élevée. Donc la trentaine de microvolts, c'est un maximum en fait de ce qu'on va pouvoir trouver en général, quoi. Bien, alors ce qui est intéressant, c'est que ces 30 microvolts, on va pouvoir finalement très rapidement les assimiler à 0 pour pouvoir effectuer des calculs. Alors notez une chose, c'est que l'ampli-up, il est fait pour fonctionner en linéaire. Et comme il est fait pour fonctionner en linéaire, bien obligatoirement, puisque la tension, la plage de fonctionnement en linéaire est très petite sur epsilon, bien ça veut dire qu'il n'est pas fait pour être utilisé en boucle ouverte. En plus de ça, il y a une autre raison à cela, c'est que d'abord la plage est très petite, et en plus la valeur de AV0 est très mal caractérisée. J'ai dit 1 million par exemple, mais d'un exemplaire à un autre, la différence pourra être notable. Et donc comme il est très mal caractérisé, eh bien connaissant, ayant fixé mon signal d'entrée, de toute façon je serai incapable de connaître précisément par le calcul le signal, la valeur du signal de sortie. Bon, ça évidemment, ça rend caduque l'usage de l'ampli-up en boucle ouverte. Donc l'amplificateur opérationnel parfait, eh bien, c'est un amplificateur pour lequel on va prendre un petit peu de recul. En prenant un petit peu de recul, comme epsilon est très petit dans la plage de fonctionnement linéaire, hop, voilà ce que ça donne. Et en plus, je vais pouvoir considérer que les saturations, petit à petit, je vais pouvoir considérer qu'elles sont égales à VCC d'un côté ou moins VCC de l'autre côté. Et à la fin, j'ai abouti à quelque chose comme ça quand j'ai pris suffisamment de recul. Un circuit pour lequel je trouve finalement 3 segments de droite très simples. 2 demi-droites horizontales plus un segment ici. Alors on va caractériser chacun de ces segments. Le premier, bien entendu, c'est celui qui est lié à la zone de fonctionnement linéaire. Et on le voit ici, epsilon est égal à 0. On est sur l'axe des ordonnées, avec donc ici, sur l'axe des abscisses, un epsilon qui ne varie pas et qui reste égal à 0. Ce qu'on peut constater, c'est que sur les ordonnées, on varie entre moins VCC et plus VCC. Et on se situe en deçà des saturations. C'est la raison pour laquelle on trouve ici des crochets vers l'extérieur qui montrent bien que moins VCC et VCC ne sont pas inclus dans l'intervalle. On s'arrête juste avant moins VCC et juste avant plus VCC. Donc ça, c'est le fonctionnement linéaire.
Ensuite, la saturation positive. Bien, on le voit ici, cette saturation positive, elle se produit pour epsilon supérieur à 0, et dans ce cas-là, on a Vs égale plus VCC. Donc, ce sont les équations en saturation positive. Et en saturation négative, on retrouve le symétrique avec epsilon inférieur à 0 et Vs égale moins VCC. Donc, 3 jeux d'équations très simples pour caractériser le fonctionnement de mon amplificateur opérationnel parfait. On peut noter également que les courants d'entrée sont nuls. Ces courants d'entrée sont les courants d'entrée sur les bornes plus et moins de l'amplificateur opérationnel. Et on va considérer pour l'amplificateur opérationnel parfait qu'ils sont nuls. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça, mais ce sont des courants qui sont extrêmement faibles. On y reviendra dans une vidéo ultérieure sur l'amplificateur réel, donc avec ses imperfections. Le courant de sortie, bien ce courant de sortie, il est quelconque. Alors quelconque, ça veut bien dire pas forcément égal à 0. Et même la plupart du temps, il ne sera pas égal à 0 puisque la sortie de l'ampli-op va alimenter une charge. C'est l'objet d'ampli-op de pouvoir alimenter un circuit, sinon on ne l'utiliserait pas. Alors ici, pour l'ampli-op réel, parfait, on considère moins l'infini à plus l'infini. Évidemment, la réalité, c'est un courant qui va être limité, une cinquantaine de milliampères assez souvent. En tout cas, c'est un courant qui est relativement petit en général. Mais ça, on le verra sur l'amplificateur réel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas considérer IS égale 0 dans les calculs qui viendront. Parce que ça n'a rien de systématique. Ça peut se produire, mais ce n'est pas systématique. Bien, alors cet amplificateur opérationnel, on a dit qu'il ne pouvait pas fonctionner en boucle ouverte. Donc il faut le mettre en place dans un système dit bouclé. Alors ici, je vous propose de voir ce qu'est justement un système bouclé avec différentes configurations possibles. La première configuration, c'est celle pour laquelle il existe une contre-réaction. On parle également de réaction négative. Une contre-réaction, c'est la mise en place d'un circuit composé de différents composants ou simplement d'un fil qui établit une liaison entre la sortie de l'amplificateur opérationnel et l'entrée inverseuse, celle qui est repérée par un moins. Et là, je considère que la borne plus est indépendante de la sortie. Dans ce cas-là, l'amplificateur opérationnel sera utilisable dans sa zone de fonctionnement linéaire. Il pourra éventuellement saturer, parce qu'à l'entrée, j'aurais mis un signal de valeur trop importante, mais en tout cas, si la valeur des signaux d'entrée est convenablement choisie, on va pouvoir avoir un fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel. Donc une sortie VS qui va évoluer, on l'a vu tout à l'heure, entre moins VCC et plus VCC, entre les tensions de saturation exclues. En boucle ouverte, en boucle ouverte, on a vu que très rapidement, ça n'avait pas beaucoup de sens parce que la valeur de la tension différentielle doit être extrêmement petite. Donc finalement, très rapidement, on sera soit saturé positivement, soit saturé négativement, avec un fonctionnement qui ne pourra donc être exploité qu'en saturation. Alors de la même façon, s'il existe uniquement une réaction positive, c'est-à-dire la présence d'un circuit ou d'un fil qui établit une liaison entre la sortie et la borne plus de l'amplificateur opérationnel, la borne non inverseuse, dans ce cas-là, l'ampli-op fonctionnera également en saturation. On dit également qu'il fonctionne en non linéaire. Dans ces deux cas-là, bien en général, on aura plutôt intérêt de préférer l'usage d'un comparateur. Parce que cet amplificateur opérationnel, il est initialement conçu pour fonctionner en linéaire et pas pour être en permanence en régime de saturation. Bon, je ferai une vidéo ultérieure pour montrer quels sont les impacts de l'usage d'un amplificateur opérationnel en comparateur et pourquoi les fabricants recommandent l'usage d'un comparateur s'il faut fonctionner en comparateur tout simplement. Et pourquoi ils déconseillent l'usage de l'ampli-op dans ce cas-là. Enfin, la configuration, on voit apparaître à la fois une contre-réaction et une réaction positive, peut aboutir à un fonctionnement linéaire. Ça nécessite une étude plus précise du circuit
Et cette étude plus précise, on ne va pas y répondre dans cette vidéo. On ne verra pas comment ça s'étudie. Alors je vous propose d'illustrer tout ça avec un circuit très simple, qui est le circuit qu'on qualifie de suiveur. Et d'ailleurs, on va montrer pourquoi c'est un circuit suiveur. Et pour ça, on va aborder l'approche méthodologique pour pouvoir étudier un circuit à amplificateur opérationnel. D'abord, la première chose, c'est de vérifier qu'il y a une contre-réaction. Alors ici, la contre-réaction, elle est suffisamment claire. Hop, je vais l'identifier ici. On a une contre-réaction ici parce qu'il existe entre la sortie ici et la borne moins un circuit de liaison. Et ce circuit de liaison ici, eh bien on le voit, c'est un simple fil. Donc on a vérifié la présence d'une contre-réaction. De plus, il n'y a pas de réaction positive. Donc c'est sans ambiguïté, on sait que l'amplificateur opérationnel peut fonctionner en linéaire. Ensuite, on peut exprimer le potentiel sur chacune des entrées V+ et V-. Donc ici, je vais considérer que l'entrée de mon circuit, c'est VE, mais je pourrais également considérer que c'est VCAP. Alors moi, je considère qu'il est également important de noter tout ce que l'on connaît sur ce circuit. Et ce que l'on connaît sur ce circuit, ce sont les courants. Les courants d'entrée, ici 0, ici 0. Je vous rappelle que pour l'amplificateur opérationnel parfait, on a considéré que les courants d'entrée étaient nuls. Donc IP égale 0. Et IM égale 0. Bon, ce qui veut dire que si on considère ici ce qui correspond à la source de tension réelle qui attaque le circuit amplificateur, la chute de tension dans la résistance interne, aux bornes de la résistance interne de notre source sera nulle, puisque le courant est nul. Alors, généralement, je représente plutôt en vert les tensions. Donc 0 ici. Ce qui veut dire que VE finalement va être égal ici à VCAP, ce qui correspond vraiment à la source, à la tension de ma source, et cap pour capteur, dont le capteur possède une résistance interne RCAP. Bien, ce qui est intéressant pour nous, c'est simplement d'effectuer ce calcul en considérant ici VE, ce qui correspond au cal plus général. Alors V+, eh bien ici, on voit que c'est égal à VE. Ensuite, V-, le potentiel sur la borne moins, hop, si on suit la borne moins avec son fil ici, on a le même potentiel partout ici, on a le même potentiel ici, hop, ça correspond au potentiel de VS. Ah oui, alors là, je suis en train de suivre, et puis vous ne voyez pas parce que mon stylet n'est pas reproduit. Donc ici, je suis donc le potentiel sur la borne moins, je le suis ici, hop, et j'arrive sur VS. Donc VS et V- ont même potentiel. V- égale VS. Dès lors qu'on a établi la relation pour V+ et V-, ces relations, ici, je les établis très simplement parce que c'était direct, mais si c'est plus compliqué, on utilisera les lois de Kirchhoff, théorème de Millman, etc. pour pouvoir les déterminer. Bien, à partir du moment où on a fait ça, on peut traduire l'égalité de 2. Et c'est traduire l'égalité des deux qui va nous permettre d'établir très facilement un lien entre VS, la sortie, et VE, l'entrée. Et d'une façon générale, entre la sortie et les entrées. Donc V+ égale V-, ça conduit donc à avoir VS égale VE. Ça, c'est donc la relation entrée-sortie de mon circuit. Ce que je vois, c'est que j'ai donc un circuit pour lequel la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Vous allez me dire, à quoi ça sert, quoi, avoir un circuit qui donne exactement la même chose que ce que j'ai à l'entrée, en plus qui risque de saturer à un moment ou à un autre. Bien, ça sert
pour établir une liaison entre mon capteur et une charge RL quelconque sans que la charge RL vienne écraser l'information produite par le capteur. Alors ça, pour pouvoir le montrer, il faut réaliser un exercice assez simple que je vous propose d'aller voir maintenant pour clore cette vidéo. Alors cet exercice, on va le trouver sur le site ge2i.eu. Et dans la catégorie électronique analogique, TD amplificateur opérationnel parfait, il y a un certain nombre d'exercices, dont l'exercice dont on vient de parler. Alors excusez-moi, pour être moins embêté, je vais intervenir une seconde. Donc sur ge2i.eu, vous pouvez réaliser les exercices et obtenir une autocorrection de cet exercice. Alors ici, par exemple, une première question, hein, le montage est-il linéaire? Alors on en a parlé, hein, il y a la présence de la contre-réaction, il n'y a pas de réaction positive, donc effectivement le montage peut fonctionner en linéaire. Je rappelle que ça n'empêche pas qu'il y ait éventuellement une saturation. Alors oui, car il y a une contre-réaction, alors ce n'est pas une condition suffisante, on l'a dit, hein, mais en plus il n'y a pas de réaction positive. Et hop, on valide. On obtient les points correspondants ici. Ensuite, VS sur VE. Hop, on peut éditer les calculs. On peut par exemple écrire V plus égale V moins, V cap égale VE, etc. Bon, moi, ce qui m'intéressait ici, c'était uniquement VS égale VE. Quand l'équation est bonne, elle apparaît sur un fond vert, ici. Bien. Alors, on peut l'ajouter à une liste d'équations si on doit passer par un certain nombre de calculs intermédiaires pour se souvenir de ce qu'on a fait. Cette équation, je peux l'écrire autrement. Je peux diviser par VE de chaque côté. Donc divisé par VE ici et divisé par VE de l'autre côté. Hop, 1. Et ça, c'est effectivement l'équation finale VS sur VE égale 1 que je peux appliquer ici en collant directement ce qui correspondait au second membre de l'équation présente ici. Je valide. Et puis comme ça, vous allez pouvoir dérouler l'ensemble des questions de l'exercice. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe si on ne met pas l'amplificateur opérationnel suiveur pour pouvoir exploiter notre capteur avec une charge RL petite, ici 100 ohms, et une résistance interne de capteur très élevée, une dizaine de kiloohms. Alors quand je dis très élevé, c'est déjà élevé, quoi. Dans ce cas-là, eh bien, on va exprimer VS en fonction de VCAP. Alors VS en fonction de VCAP, c'est un simple diviseur de tension. Je vous propose de l'exprimer ici. Comme ça, on verra vraiment l'intérêt du circuit, hein. VS, c'est donc égal alors à RL, la résistance sur laquelle on sort au niveau du diviseur, que multiplie la tension d'entrée VCAP, et on divise par la somme des deux résistances mises en série dans le pont diviseur, RCAP plus RL. Voilà, l'équation est juste. Alors, voici ce qu'on obtient. Et donc, je peux tout de suite l'ajouter ici comme résultat final. Et valider mon calcul. Si maintenant, je veux déterminer numériquement la valeur. Alors, pour mémoire, les différentes valeurs numériques. Donc, ce sont une résistance RL égale 100 ohms, une résistance interne de capteur de 10 kOhms et un VCAP de 100 millivolts, c'est-à-dire 0,1 volt. Alors, on peut très facilement faire le calcul, hein. 0,1 volt que multiplie 100 divisé par 10 100. Alors, je vais faire le
calcul que je pourrais faire tout à fait de tête en fait, hein. Donc 100 fois 100 millivolts, donc 0,1 volt, ça fait donc 10, divisé par 10 100, pardon. Donc 10 divisé par 10 000, grossièrement, hein. On va être juste en faisant comme ça, ce qui donne donc 10 moins 3, c'est-à-dire 1 millivolt. Allez, on écrit donc c'est 1 millivolt ici, en saisissant la valeur 0, bon, il ne faut pas trop arrondir, hein, parce que sinon le programme ne reconnaît pas la valeur. Donc voilà, hein, en arrondissant un petit peu moins, on arrive donc à pratiquement finalement 1 millivolt. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de constater la chose suivante. C'est que ce capteur qui fournit 100 millivolts au départ, eh bien à partir du moment où je le connecte à une charge qui est relativement commune, une centaine d'ohms, c'est pas forcément très bas, mais j'aurais pu mettre 1 kilo-ohm et montrer qu'il y avait encore un souci. Ça conduit à avoir aux bornes de ma charge une tension qui est bien plus petite que ce que fournit le capteur. Donc évidemment, pour pouvoir l'exploiter, ce capteur, on va avoir besoin d'amplifier ce qu'il fournit. Pas forcément de multiplier, mais au moins de faire en sorte de mettre en place une adaptation de résistance. L'adaptation qui est liée à la valeur de cette résistance et la valeur de la résistance que j'ai au niveau de la charge. C'est tout l'intérêt du montage suiveur, c'est qu'on sait que VS est égal à VE, et donc, quelle que soit la valeur de RL, je vais pouvoir retrouver à la sortie ce qui correspond à mon VCAP, c'est-à-dire aux 100 millivolts fournis par mon capteur. Et cette fois-ci, RL n'écrasera plus la valeur de VCAP. Donc le rôle de ce suiveur, c'est de réaliser ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. On peut parler également d'adaptation ici de résistance pour limiter l'impact, voire même empêcher tout impact de la valeur de la résistance de charge. Bien, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu longue. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Vous pouvez découvrir également dans l'appli Amplificateur opérationnel tout un tas d'exercices donc en autocorrection sur le site ge2i.eu et les corrections de ces exercices dans la playlist YouTube Amplificateur opérationnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, pensez à mettre un pouce bleu. Et puis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et également, pensez à vous rendre sur le site ge2i.eu pour réaliser des exercices en autocorrection. À bientôt, au revoir.